Ouvre au collectif. Pouvons-nous vraiment vivre notre petite vie, chacun dans notre coin, sans nous soucier du reste du monde? On le sait, le changement commence par soi, mais à un moment donné, il faut bien apprendre à faire ensemble. Imagine une société où l'on ne cherche pas à avoir raison, mais à comprendre. Un espace où l'on s'écoute vraiment, au lieu de se couper la parole, où les idées ne s'affrontent pas, mais se complètent. Une société où la diversité des points de vue n'est plus une menace, mais une richesse. Où l'on dépasse les préjugés, les réflexes conditionnés, pour penser ensemble à un niveau plus large, plus subtil. Une société où les émotions sont reconnues, sans prendre le pouvoir, où l'attention est soutenue, où la curiosité reste vivante. Soyons honnêtes, ce type d'interaction est rare aujourd'hui. Nous sommes bien plus habitués à convaincre, à imposer, à défendre notre vision du monde. Et pourtant, que se passerait-il si nous osions vraiment inventer d'autres manières d'être ensemble? Imagine l'égalité. Pourquoi, dans nos groupes, avons-nous encore besoin d'imposer notre vision aux autres? Parler plus fort, monopoliser la parole, avoir raison, presser la décision, et appeler ça travailler ensemble. Et si on faisait autrement, en instaurant une relation d'équivalence, en reconnaissant que chacun est un jeu à part entière, même quand nous construisons un nous? On dit souvent, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin, à condition que personne ne prenne le pouvoir sur les autres. Un collectif vivant, c'est un nous fait de jeux souverains, des tout dans un tout. Des personnes différentes, reliées par un objectif commun, des valeurs partagées et des relations qui comptent vraiment. Quand les idées circulent, quand l'écoute est réelle, quand chaque voix est reconnue, le pouvoir cesse de dominer, il devient collectif. Alors, on peut remplacer la domination par la collaboration, la compétition par la coopération. Imagine la coopération. La posture de coopération commence par un déplacement intérieur. Ce n'est plus comment faire valoir mon idée, mais qu'est-ce que je peux apporter de meilleur au service de la mission commune. Personne ne détient toute la vérité. Chacun détient seulement une facette de la vérité. Coopérer, c'est accepter de lâcher son point de vue, non pas pour s'effacer, mais pour voir la vérité qui cherche à émerger du nous dans une relation d'équivalence. Cela demande de la confiance en soi, dans les autres et dans les processus que nous mettons en place. Sans cette posture, aucun outil ne fonctionne. Imagine décider autrement. Soit on cherche le consensus. Tout le monde dit oui. En théorie, c'est idéal. En pratique, c'est rare. Alors on vote. Une majorité gagne et la minorité encaisse. Frustrée, peu engagée, parfois même résistante. Et si le problème ne venait pas des personnes, mais du processus? Il existe une autre manière de décider. Dans un cadre d'équivalence, dans une posture de coopération, c'est la décision par consentement. Ici, on ne demande pas qui est pour, mais y a-t-il une objection argumentée? Une objection, ce n'est pas un refus. C'est un signal de risque pour la personne ou pour le groupe. Ces objections sont travaillées collectivement. On améliore la proposition jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'objection valable. À ce moment-là, plus personne ne dit non. La décision est adoptée. Ce processus mobilise l'intelligence collective et donne autant de pouvoir à la minorité qu'à la majorité. Même les différences ont leur place. Dans un groupe qui n'a jamais été dérangé par une attitude d'opposition déviante ou marginale. Souvent, on les interprète mal. On y voit une menace, un frein, un problème à gérer. Et si c'était l'inverse? L'opposition nous oblige à vérifier si nos décisions servent vraiment l'objectif collectif. Elle pousse la réflexion, elle ouvre des alternatives. L'attitude déviante, elle, questionne l'objectif lui-même. Est-il toujours en phase avec l'intention de départ? Ce n'est pas un affront, c'est une invitation à réajuster notre trajectoire. Quant à la marginalité, elle semble s'éloigner du groupe. Pourtant, elle aide le collectif à définir ses limites, ses frontières, sa capacité d'inclusion. Comprendre, intégrer, élargir. Ces attitudes ne s'opposent pas à la coopération. Elles en sont une forme essentielle. Un groupe qui les étouffe se fige. Un groupe qui les intègre évolue.
Un groupe évolue. Un groupe traverse plusieurs phases. Quand un groupe naît, les personnes ne se connaissent pas, et ça crée de l'anxiété. On ne sait pas vraiment où on va, ni quelle est sa place. Certains se taisent, d'autres parlent trop. C'est une phase d'ajustement. Puis le groupe se stabilise. Les règles implicites apparaissent. On cherche à être accepté. Alors on se conforme, on évite les désaccords, on confond consensus et harmonie. Mais à force de nier les différences, un besoin de reconnaissance émerge. Les tensions apparaissent, les rivalités aussi, le pouvoir devient un enjeu. C'est inconfortable, mais c'est là que naissent les idées nouvelles. Si le groupe traverse cette phase, la confiance s'installe. Chacun se sent reconnu, peut agir en autonomie, exprimer ses désaccords sans crainte. Les différences deviennent une richesse. Et parfois, le groupe devient capable de se gouverner lui-même. Les décisions se prennent au consentement, les intérêts individuels servent un objectif collectif. Et toi, tu es un et avec. N'avez-vous jamais remarqué à quel point nous sommes devenus dépendants de notre monde moderne? Une panne d'électricité et plus rien ne fonctionne. Plus de lumière, plus d'eau chaude, plus de communication. On attend impuissant. Mais l'électricité n'est qu'un exemple. À combien de technologies, de dispositifs, d'institutions avons-nous développé une dépendance quasi totale? Et sommes-nous vraiment à l'abri de crises majeures? Catastrophes naturelles, pandémies, conflits ou même des scénarios d'effondrement? Dans le développement humain, individuel comme collectif, chaque stade repose sur les précédents, y compris le stade le plus archaïque, celui de la survie, de l'autonomie, des savoir-faire de base. Il ne s'agit pas d'y régresser, mais de ne pas l'amputer. Plus je suis autonome, moins je suis dominé par la peur, et plus je peux entrer dans des relations horizontales, libres, matures. Je contribue d'autant mieux à un groupe que je suis capable de tenir debout par moi-même. Les relations demandent du soin. En réalité, nous avons été conditionnés à ne pas accepter les signes de reconnaissance positifs, à ne pas en donner, à ne pas en demander. En revanche, les signes négatifs, eux, nous avons appris à les accepter. Pourtant, les signes de reconnaissance positifs gagneraient à être donnés en nombre illimité. Ils renforcent les comportements adaptés, ils nourrissent le sentiment de compétence et ils rendent la vie en société beaucoup plus agréable. Les signes négatifs, eux, ne sont utiles que s'ils portent sur ce que je fais. Auquel cas, je peux les entendre. En revanche, sur ce que je suis, il est sain de s'en éloigner. Ce qui te touche te parle de toi. Certaines personnes nous agacent profondément, d'autres nous fascinent. Nous les considérons opposés à ce que nous sommes. Qu'est-ce que cela peut-il bien révéler? Ce qui déclenche une réaction intense en nous parle parfois moins de l'autre que de nous-mêmes. Quand notre réaction se focalise sur ce que quelqu'un est et non sur ce qu'il fait réellement, il se peut que quelque chose en nous soit touché. Ces personnes n'ont pas de super pouvoir, elles ne provoquent pas les mêmes réactions chez tout le monde. Elles agissent comme des révélateurs. Ce qu'elles incarnent, un trait de personnalité très marqué chez elles, peut aussi exister en nous, mais nous avons appris parfois à le nier ou à le proscrire. Résultat, nous manifestons alors le trait exactement opposé, par protection, et notre entourage nous le reproche. Car ce trait opposé, exprimé habituellement avec justesse, fait souvent partie de nos qualités fondamentales reconnues. Le piège, c'est de les exagérer et de les dénaturer. Développer l'intelligence relationnelle, c'est cesser de les opposer pour compléter nos qualités par une expression plus modérée de ce qui nous agaçait ou nous fascinait chez les autres. Les tensions peuvent ouvrir. Tu fuis les conflits? Ou tu attaques? Dans les deux cas, tu passes à côté de quelque chose. Nous rêvons tous de relations harmonieuses, de respect, de reconnaissance. Alors, nous évitons les tensions, ou nous cherchons à avoir raison. Mais un conflit n'est pas une anomalie. Là où il y a relation, il y a tension. Le conflit révèle des besoins, des limites, des visions différentes. Chercher un coupable, ou détourner le regard, ne règle rien. Oser le traverser, créer un espace de parole, restaurer la confiance, c'est ainsi qu'une tension devient intelligence collective. Le conflit n'est pas une menace, c'est une invitation à grandir, individuellement, collectivement. Et si tu faisais enfin la paix avec les conflits?
Personne n'est contre toi. Vous assistez à un conflit entre adultes. Vous pensez savoir qui est la victime. Alors vous la défendez. Et soudain, l'un d'eux se retourne contre vous. Vous voilà, à votre tour, dans le rôle de victime. Incompréhensible? Pas vraiment. Hors véritables abus, évidemment. Quand vous voyez un adulte uniquement comme une victime, vous le privez de sa puissance. Quand vous voyez l'autre uniquement comme un persécuteur, vous le réduisez à ses torts. Et vous, vous devenez le sauveur, celui qui protège. Victime, persécuteur, sauveur, 3 rôles, 3 illusions. La victime se croit sans pouvoir. Le persécuteur protège sa propre fragilité. Le sauveur évite son impuissance en se sentant nécessaire. On tourne, on échange les places, mais le conflit continue tant que chacun reste dans un rôle. On en sort quand chacun quitte son rôle et regarde l'autre comme un adulte, capable, autonome, ni inférieur, ni supérieur, un être humain comme lui. Écoute ce qui est vivant en toi. Tu n'as pas aimé le comportement de quelqu'un. Et depuis, ça tourne en boucle. 2 options classiques. Tu te tais, mais tu rumines. Ou tu vas le voir et tu balances tout. Dans les 2 cas, tu ne te sens pas vraiment apaisé. Communiquer? Oui. Mais pas à chaud. Avant d'aller voir l'autre, prends un temps. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Juste les faits. Qu'est-ce que tu as ressenti? La première émotion. Quel besoin en toi n'a pas été nourri? Et maintenant, quel est le plus petit pas possible pour en prendre soin? À ce moment-là, tu ne viens plus accuser, tu viens partager. Tu t'assures de sa disponibilité, tu exprimes de la reconnaissance, tu cherches une solution avec lui, et tu termines par de la reconnaissance. Avance avec une direction intérieure. Parfois, les relations humaines ressemblent à 2 navires qui s'affrontent. Après le choc, certains préfèrent s'éloigner, naviguer seuls. Pourtant, aucun navire ne traverse l'océan seul. Alors comment éviter les naufrages? D'abord, tenir son gouvernail. La parole est notre gouvernail. Un mot peut changer toute la trajectoire. Ensuite, accepter que les vagues ne sont pas contre nous. Elles frappent parfois fort, comme les réactions des autres, mais nous pouvons apprendre à ne pas les prendre personnellement, car leurs réactions parlent d'eux, pas de nous. Troisièmement, ne pas naviguer à l'aveugle. Un bon marin ne suppose pas. Il consulte sa carte, il vérifie sa boussole. Dans nos relations, poser une question vaut mieux qu'imaginer des scénarios souvent négatifs. Et surtout, ajuster ses voiles encore et encore, faire de son mieux à chaque instant. Se juger durement n'améliore pas la traversée, au contraire. Progresser demande de l'exigence, mais sans violence intérieure. Sois doux avec toi-même. Sois parfait. Fais plaisir. Fais des efforts. Sois fort. Dépêche-toi. Ces voix, tu les entends encore? Elles ne sont peut-être même pas les tiennes. Elles se transmettent. Elles ne te stimulent pas seulement, elles te protègent. Elles évitent le rejet, l'échec, la vulnérabilité, le manque. Mais aujourd'hui, as-tu encore besoin d'obéir à ces peurs? À force de les écouter, tu finis par croire que tu dois mériter le droit d'exister tel que tu es. Mais exister n'est pas une performance. Si ces voix t'épuisent, tu peux faire de ton mieux sans être parfait. Tu peux être aimé sans faire plaisir à tout le monde. Tu peux réussir sans t'épuiser. Tu peux être fort et vulnérable. Tu peux prendre ton temps et avancer quand même. La qualité de tes relations dépend de la sécurité que tu t'accordes.